Alors, une nouvelle série de vidéos sur la boîte à vitesse de la Colt 4 roues motrices qui est un peu particulière. Donc, la Colt 4 roues motrices, donc le châssis CC4A, comme vous le savez certainement, c'est une Colt avec une transmission intégrale. Et cette transmission intégrale donc, en fait, utilise une boîte à vitesse qui est la référence suivante. Donc, je vais vous mettre ça dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est une W5 M131. W5 M31. C'est une boîte qui est un clone quasiment identique de la boîte qui est dans les Evo 1, 2, 3, qui elle est une W5 M32. La différence est assez faible. La seule différence notable, c'est que certains roulements à l'intérieur dans les boîtes d'Evo sont un peu plus gros, et puis les nervures de renforcement de la boîte diffèrent un tout petit peu, mais c'est vraiment minime. Alors le but de la vidéo, c'est de vous montrer un petit peu son démontage, parce que l'idée c'est de remplacer à l'intérieur le différentiel avant, qui est un différentiel ouvert, standard, par un différentiel à glissement limité, pour améliorer la motricité générale de la Colt. Et la boîte à vitesse c'est un gros sujet, donc on va détailler minutieusement le démontage de celle-ci. Alors je vous ai un peu pré-mâché le travail, là j'ai enlevé un petit peu tout ce qu'il y avait autour, donc le récepteur d'embrayage, les platines de fixation, donc elle est déjà bien propre. Le plus simple pour ouvrir, c'est la cloche déjà qui est dessus, voilà. Alors c'est pas la configuration normale, évidemment vous le devinez bien, hein. Donc la cloche elle tient avec les boulons qui sont en périphérie, et en fait quand on ouvre cette cloche, ça on peut le faire avec la boîte montée sur la voiture, hein, ça pose pas de problème, c'est facilement accessible. On a accès directement donc au VCU qui est le Viscous Coupling Unit. Voilà, le VCU qui est tenu ici par un circlip que j'ai enlevé pour pouvoir le sortir très facilement. Il vient à la main très facilement. Ce VCU, en fait, ça marche un petit peu comme un embrayage. Je vous explique le fonctionnement. À l'intérieur, donc c'est complètement soudé, hein, donc c'est pas démontable. Enfin, c'est démontable si vous le passez sur un tour, vous faites une découpe propre, et puis ensuite vous le ressoudez avec un soudeur pro, parce que comme vous pouvez le voir, visiblement, c'est une soudure faite aux ultrasons, donc on ne peut pas l'ouvrir. Voilà. Donc le VCU, pour la petite histoire, donc Viscous Coupling Unit, c'est un empilage à l'intérieur de disques qui sont séparés par un fluide silicone extrêmement épais, qui a la viscosité un petit peu du goudron. Et en fait, ce fluide a la particularité de coller les disques entre eux quand la température augmente. Donc vous l'avez compris, c'est extrêmement simple. Plus le VCU est entraîné rapidement par l'axe central, plus les disques à l'intérieur tournent vite. Donc évidemment, font chauffer le fluide silicone qui est à l'intérieur. Dès que ce fluide silicone devient extrêmement chaud, sa viscosité devient complètement différente, et les disques qui baignent dans ce silicone en fait se bloquent entre eux et entraînent le deuxième arbre. Alors l'avantage, c'est que ça assure un fonctionnement extrêmement fiable dans le temps. Comme il n'y a pas de pièces mécaniques en mouvement qui se touchent l'une contre l'autre, pas d'usure. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, les fluides ne s'usent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet un passage de la puissance en souplesse, sans à-coups violents. Et ça permet justement de répartir le couple avec pas mal de souplesse, tout en assurant une fiabilité qui est exemplaire. Ce VCU, en fait, il est couplé dans la boîte via cet axe, vous pouvez voir, hein, l'axe primaire et l'axe secondaire, donc celui-ci tourne. Dès que la température augmente, hop, il entraîne le deuxième. Et en fait, ce VCU, il est couplé au différentiel central qui est derrière dans ce logement ici. Ce VCU permet donc, via le différentiel central, de répartir la puissance entre les roues avant et les roues arrière, donc le train avant et le train arrière, en fonction de la demande. Quand le train arrière se met à patiner, eh bien l'axe tourne plus vite, fait monter la température du silicone, entraîne donc le deuxième jeu de disques qui répartira la puissance sur le train avant. Évidemment, c'est un exemple. La puissance est répartie en fonction du patinage. L'avantage, comme je vous l'ai dit, fiable, simple à utiliser. Inconvénient, c'est que le silicone, malheureusement, a une durée de vie qui n'est pas infinie. En général, au bout de 100-150 000 km, et en fonction de l'utilisation de la voiture, si vous faites du circuit tout le temps, le silicone perd gentiment ses propriétés avec le temps, et au bout d'un moment, le blocage se fait plus, et du coup, vous retrouvez qu'une voiture qui a une mauvaise répartition de la puissance avant-arrière. Mais ça, on en reparlera plus tard. Maintenant, deuxième étape. Donc, là, je vous ai aussi un peu mâché le travail. Donc,
J'ai retiré le petit pin. Ah, une dernière chose. Quand vous démontez le VCU, ne pas oublier d'enlever la bille qui se trouve ici. Et ça, c'est un gag récurrent. Pour ce faire, le plus simple, c'est l'aimant. Vous sortez la bille et vous la rangez. Moi, dans mon cas de figure, je range tout ce que je démonte dans des sachets zip comme ça. Je note au marqueur ce que c'est. Et comme ça, au remontage, je ne perds pas de temps et je ne perds rien. Voilà. Donc, le VCU, vous enlevez le clip, vous sortez le VCU, il vient tout seul à la main. Des fois, il est juste un petit peu bien serré, donc il ne faut pas hésiter à tirer un peu dessus, mais ça vient sans problème. Vous ne tapez pas qu'un marteau, vous ne faites rien. Et après, vous enlevez la bille qui se trouve là-dedans. Ça, c'est fait. Vous pouvez ensuite enlever l'axe, qui glisse tout seul. Voilà, je l'ai déjà enlevé. Donc l'axe, il est comme ça. Vous le sortez, c'est très facile. Il vient par-dessous. Deuxième étape, là ça se complique un petit peu, il faut enlever la fourchette avec les 5 roues de 5. Alors le 5 roues de 5, je l'ai enlevé. Voilà, il est simplement posé dessus. Ça c'est facile. Vous enlevez en tirant dessus. Vous avez vu, je l'ai mis dans une pochette. Ensuite, vous enlevez le petit pin qui se trouve ici. Pour ça, il vous faut un chasse-goupille. Le diamètre, c'est du 4 mm. Vous tapez gentiment pour faire sortir le petit pin. Attention, en faisant ça, pensez bien avec la commande de boîte de faire monter votre fourchette au maximum en hauteur. Sinon, quand votre petit pin il sort, il touche la courroie dentée qui est ici. Et là, vous vous dites, non d'un chien, mais comment je vais sortir ça? Il faut juste monter la fourchette en actionnant la commande. Et, miracle, vous avez de la place ensuite pour le sortir. Un peu WD-40, ça aide toujours. Un chasse-goupille, 4 mm, des petits coups de marteau, ça sort tout doucement. Encore une fois que vous avez fait ça, vous n'oubliez pas le sachet plastique, la goupille. Évidemment, la fourchette, elle s'enlève toute seule. Ensuite, voilà. Et puis, le pignon qui est dessus, c'est très simple. Il suffit juste de pousser les petits inserts qui sont là, qui sont tenus par un ressort, et ça sort tout seul. Voilà. Maintenant, prochaine étape, il faut desserrer ces deux écrous. Accrochez-vous bien, c'est du 36. Donc si vous n'avez pas une douille 36 et une clé à choc, c'est impossible. Donc, première étape, avec un petit chasse, détordre les bagues ici comme j'ai fait, pour pouvoir desserrer l'écrou. Les bagues permettent de bloquer l'écrou en position. Un petit chasse, quelques coups de marteau, vous sortez les bagues, vous les remettez droites, et maintenant on va sortir les écrous à la clé à choc, douille 36. Une astuce que je vous donne, quand vous sortez des pièces, par exemple, et qu'il y a un sens de fonctionnement, pour ne pas vous tromper au remontage, moi je les mets en position et je les bloque avec la colle. Comme ça, je sais exactement comment les pièces étaient montées et au remontage, je suis sûr que c'est dans le même ordre. Voilà, pour démonter les deux écrous de 36, eh ben, la clé à choc, c'est l'instrument parfait. Pour bloquer le pignon en position, j'utilise une bonne vieille clé de filtre à huile avec une sangle. Comme ça permet de bien bloquer le pignon sans l'abîmer. Ensuite, un coup de clé à choc et ça sort tout seul. Pas besoin de forcer. Pour le deuxième petit pignon, la force de la clé à choc, l'inertie suffit à desserrer l'écrou tout de suite sans avoir besoin de bloquer. Dans le manuel Mitsubishi, ils disent encore un truc encore plus simple, c'est que pour bloquer les deux pignons, il suffit de mettre un morceau de chiffon entre les deux, et en fait ça permet de bloquer, de se desserrer facilement. Mais voilà, grâce à une bonne clé à choc, un peu d'air, on en vient à bout facilement, sans problème. Alors, pour retirer le pignon de 5, puisqu'il est emmanché dans l'axe, j'ai procédé comme suit, donc 2 baguettes de bois, de chaque côté pour ne pas abîmer le plan de joint de la boîte, et 2 gros tournevis plats, et il faut gentiment faire levier, tout doucement, prendre son temps, jusqu'à ce qu'on voit gentiment le pignon sortir. Il ne faut pas être pressé, hein. Vous énervez pas, ne faites pas de ça comme des bourrins, vous appuyez légèrement, vous faites des à-coups, tout doucement, 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 ça prendra le temps qu'il faudra, mais il doit sortir. Et voilà, donc évidemment, avec la pression, mon pignon, lui, il a sauté comme un bouchon de champagne, quand il est sorti de son logement, il est monté dans l'air, et il est retombé en plein sur le plan de joint pour faire une jolie marque, donc je suis très content.
La loi de Murphy s'est appliquée, comme d'habitude. Donc, il va dans ce sens-là. Dessous, vous avez la marque, on ne peut pas se tromper. Je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. Et voilà, donc il va dans ce sens-là. Pareil, comme d'habitude, on le range dans une pochette nylon plastique, notée comme d'habitude, pour ne rien perdre. Voilà, on continue. Donc on vient d'enlever le pignon de 5. On enlève le pignon qui est dessous. Il vient tout seul. Voilà, il est en bon état. Très bien. Les portées ne sont pas abîmées. On enlève les deux demi roulements aiguilles. Moi je les remets dedans pour l'instant. Ensuite je les mettrai dans une pochette plastique pour ne pas les perdre, attachée à un colson au pignon. Voilà, on n'est pas loin. Ah, c'est le guide pour l'huile, on l'enlèvera plus tard. Faire attention à ne pas le casser parce que c'est plus disponible. Et bien sûr, j'ai enlevé le capteur de marche arrière avec la bille qui fait contact dans la fourchette à l'intérieur. C'est ce qui allume les feux de recul quand vous mettez la marche arrière. Voilà. Donc, pour l'instant, tout va bien, tout est en bon état. Il n'y a pas d'usure, pas de marque, je suis plutôt content. Alors pour enlever le deuxième pignon, eh bien c'est la même procédure que pour le premier ici, sauf que là c'est beaucoup plus facile parce qu'il est entre guillemets moins serré, enfin du moins les tolérances sont un peu plus faibles. Donc en fait, même procédure, vous mettez un tournevis comme ça, un tournevis comme ça, vous appuyez légèrement sur les deux en même temps, sinon évidemment ils montent de travers et là c'est impossible. Vous montez les deux en même temps et puis ce que je fais moi, c'est que je pose un chiffon par-dessus. Comme ça, quand le pignon sort de son logement, vous n'avez pas l'effet bouchon de champagne comme celui-ci, et il reste dans le chiffon. C'est parfait. L'inconvénient, vous ne voyez pas ce que vous faites, mais vous sentez bien que gentiment le piston monte, 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 et au bout d'un moment il sort. Voilà, c'est plutôt simple. Vous voyez, ces petits sachets nylon, c'est bien pratique. Comme ça, sur la vidéo, on voit dans quel sens était le pignon et auquel ça correspond. Et voilà, maintenant on extrait donc les billes qui bloquent les fourchettes de commande. Donc je commence par 1, 2 et 3, en sachant que le 1 c'est la face qui regarde la référence de la boîte, dont direction embrayage. Donc bille 1, le boulon, le ressort, la bille. Attention quand vous la sortez, pas qu'elle parte, qu'elle rebondisse n'importe où. Ces billes ne sont plus disponibles nulle part, il va falloir se débrouiller sinon. Et voilà, les 3 billes sont enlevées, donc c'est nickel 14. Encore une fois, clé à choc, ça marche très bien. C'est quand même bien serré, hein. Vous y allez doucement, parce qu'en plus il y a du frein filet d'usine. Donc vous y allez doucement avec la clé à choc, pour rien abîmer, vous sortez vos 3 boulons, c'est réglé. Douille de 14, ici, et si jamais pour votre culture personnelle, la bille dedans fait 8,5 mm de diamètre. Je l'ai mesuré, pas avec ça, hein, ça c'est du plastique. Donc voilà, les 3 billes sont rangées. Étape suivante, il faut sortir le carter intermédiaire. Et pour ça, il y a une bonne solution. Il faut taper dessus, mais attention, pas avec ça. Hein. Non, 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 non. On y va en douceur avec un maillet caoutchouc. Vous mettez la boîte posée l'horizontale. Vous tapez sur les excroissances qui sont ici. Pas tout au bout, pas fragilisé, mais un peu à la base. Et comme par magie, le carter vient tout seul. Et voilà. Hop, magie de la mécanique. Un beau carter. Et maintenant, on a accès à l'intérieur de la boîte. On peut découvrir devant nos petits yeux ébahis toute la pignonnerie intérieure, le différentiel central, la pignonnerie suivante. Tout m'a l'air en très bon état. L'huile n'a pas dû être changée souvent, mais bon, tout va bien. Le sleeve qui est ici, vous ne l'enlevez pas si jamais. Il faut l'enlever uniquement sur les boîtes F5M21. Dans notre cas, ça ne nous concerne pas. Donc, quand vous le voyez, ne cherchez pas à l'enlever, vous le laissez là où il est. Voilà, très bien. Les roulements ne font pas trop de bruit. Non, c'est très bien. Ils m'ont l'air de plutôt en bon état. Celui-là,
il accroche un peu, on va la remplacer. De toute façon, on va tous les remplacer. Voilà, une petite vue interne de la boîte. Pas de copeaux de métal, pas de déchets, pas de limaille. Ça m'a l'air tout d'être en très bon état. Voilà, je suis plutôt content. Pour ce qui est du carter en lui-même, alors si on regarde comment c'est fait, on peut voir que tout ça c'est bien nervuré pour la solidité. Pareil, les portées sont bien. J'ai pas de traces d'usure évidente. Ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà, je suis plutôt content. Voilà, donc maintenant on va enlever le boulon qui est ici, qui bloque à l'intérieur la commande de neutre, je crois. Pas sûr, je suis pas un pro en boîte à vitesse, mais en tout cas c'est ce qui est marqué sur le manuel Mitsubishi. Donc là aussi, douille de 14 normalement. Oui, c'est ça. Voilà, hop, c'est sorti. La clé à choc, c'est magique. Donc, on voit bien, voilà, et il faut bien conserver le joint. Voilà, donc la petite rondelle qui est fournie avec, ne la jetez pas, il faut la garder. Et là, normalement, on va pouvoir extraire le tout. Voilà, quand je vous dis que c'est sachet plastique, c'est pratique. Voilà, ça c'est bien. Voilà, moi j'aime bien bosser proprement. Alors, je fais toujours un peu de place quand je bosse. J'évite de cumuler un petit peu toutes les clés inutiles et tout le matos. Voilà, un papier bien propre pour mettre tout dessus. Et maintenant on va extraire donc la partie complète ici qui correspond au différentiel central. Voilà. Ça, c'est le différentiel central, donc comme je vous l'avais dit, donc qui est monté sur le VCU, le Viscous Coupling Unit, accouplement visqueux en français. Donc en fait, comme je vous l'avais dit, c'est lui qui répartit la puissance entre votre train avant et train arrière. Quand vous avez un train qui patine ou qui n'adhère pas, il balance la puissance sur le train qui lui adhère. Voilà. Et ce différentiel, il est piloté par le VCU. Voilà, c'est une bonne petite pièce, il m'a l'air en bon état. Hein, les roulements ne font pas de bruit, donc je suis content. Okay, encore un boulon à enlever. Donc ceci, côté commande de boîte. Et voilà, ça y est. Donc j'ai réussi à décoller les deux parties de la boîte à vitesse avec la cloche d'embrayage. Donc pour ça, pareil, l'instrument de précision qui va bien, c'est le maillet caoutchouc. N'utilisez pas autre chose, sinon vous allez avoir des surprises. Si vous cassez une partie de carter en aluminium, c'est foutu. Alors, j'ai mis WD-40 sur le pourtour du joint pour l'aider un petit peu à se décoller. Ensuite, des coups de maillet généreux, des petits tournevis fins glissés par-ci par-là, mais pas trop, pour ne pas abîmer le plan de joint. Et puis, on a réussi à décoller la partie de la cloche. Donc, ça, c'est le boîtier de la boîte à vitesse en soie. Et ça, c'est extrêmement important à ne surtout pas perdre ou casser. C'est le guide pour l'huile. Ce n'est plus fabriqué. Donc si jamais vous le cassez et vous le perdez, c'est foutu. On ne le retrouve pas. Vous êtes bon pour en refaire un en impression 3D ou bien en tôle, que sais-je. Mais bon, vu la complexité, ça ne doit pas être simple. Et on arrive enfin à notre boîte à vitesse enfin ouverte. Et on peut admirer les choses maintenant. Alors, je décroche. Voilà, donc là vous avez le différentiel avant qu'on va remplacer. C'est un modèle ouvert, standard. Voilà, et vous avez le reste de la boîte avec toute la pignonnerie. Et ici vous pouvez même voir, donc par exemple, le mécanisme des fourchettes
avec la commande de boîte, comment ça fonctionne pour faire à chaque fois bouger les fourchettes en haut et en bas et engager les rapports. Bon, ben ça m'a l'air plutôt bien. Les pignons sont bien sombres, bien sales, mais je vois pas de choses qui me perturbent. Il n'y a pas de pignons abîmés. Donc la boîte n'a pas été violentée. Je suis content. Très bien. Les roulements m'ont l'air bien aussi. Ok, très bien. Prochaine étape maintenant, on va sortir le différentiel avant. Voilà, donc la bague qui est au-dessus à ne pas perdre, je la remettrai après, attachée qu'à Colson. On va sortir le différentiel qui normalement doit venir tout seul. Et voilà. Et voilà, donc comme on peut le voir, donc le célèbre différentiel ouvert avec la pignonnerie, on voit bien les planétaires à l'intérieur. Très bien. Et l'idée maintenant, c'est de remplacer le différentiel ouvert qui se trouve ici par un différentiel à glissement limité à plaque qui vient du Nevo. Hop. Pour ce faire, on va démonter tous les boulons qui sont sur la couronne pour enlever la couronne et le mettre à la place de l'autre. Donc 3, 6, 8 boulons, et on a bien également 8 boulons sur le différentiel de l'Evo. Espérons que tout fonctionne bien. Au passage, j'en profite pour vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Voilà, donc là on peut voir la petite roue crantée, voilà, pour la vitesse. Donc c'est ce qui entraîne le câble au compteur de vitesse de la voiture. La roue est en bon état, elle n'est pas abîmée, elle n'est pas usée, donc je ne vais pas la remplacer, ça ne sert à rien. Et il n'y a pas de gros déchets ni de limaille au fond. Non, c'est absolument nickel au fond de ma boîte, donc elle est en parfait état. Je suis très content. Très bien. Bon, maintenant on va s'occuper de ce différentiel et on va démonter ces boulons. Comme d'habitude, pour l'archivage, pas qu'on se trompe, la rondelle qui va sur le roulement différentiel avant, elle va dessus comme ça. Et elle a son petit sac dédié. Voilà, maintenant on va démonter ces boulons. Clé de 19, on va prendre la clé à choc, on va moins s'embêter. Et la dernière. Donc il faut une clé à choc, hein, parce que d'usine vous avez un frein filet qui est monté par Mitsubishi. Donc forcément, si vous y allez avec une clé normale, c'est sympa, mais il faut des gros muscles et moi j'en ai pas.
Voilà. Donc voilà notre bon vieux différentiel à glissement limité. On va prendre le différentiel de l'Evo. Et maintenant, suspense insoutenable que vous attendez tous. Est-ce que la couronne de ma colle 4 motrices se monte sur le différentiel de l'Evo en plug and play? Est-ce que les trous tombent en face? Est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Eh bien, je vous montre ça devant vos petits yeux ébahis. Tout fonctionne parfaitement. La correspondance est parfaite. Il suffit juste maintenant de bien revisser tout ça. Et on est tout bon. On va faire un petit exemple. On va en revisser que 2. Voilà, on va mettre ça en vissage simple. Juste pour centrer. Voilà. Eh bien, ça fonctionne. Voilà, donc je suis très content. C'était un peu un pari que j'ai fait. On m'avait dit, il paraît que les différentiels d'Evo se montent sur les Colt, mais je connais un type qui est le copain du frère de la bicyclette à Jules qui a fait ça. C'était en 2003 et c'était un mardi, je me souviens, il pleuvait. Donc voilà, il y en a plein qui m'ont dit ça, mais personne n'a su même dire vraiment, je te confirme à 100% que ça fonctionne. Après avoir longuement regardé sur les fiches techniques Mitsubishi, toutes les petites particularités et ainsi de suite, j'en ai conclu que ça devait fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est un pari que j'ai fait. Voilà. Et maintenant je vous le confirme. Donc le différentiel avant d'une Evo 1, 2, 3 se monte bien sur une couronne de Mitsubishi Colt. Et au niveau de la taille, dire oui mais bon ça c'est facile, mais en fait ça marche pas parce que celui de l'Evo il est plus long, il est plus haut. Et ben non, c'est absolument les mêmes, il n'y a pas de différence, la hauteur ne change pas. On va regarder ça en détail. Vous avez une hauteur hors tout qui est de 14,5 cm pour les deux. Il n'y a pas de différence. Ce sont strictement les mêmes. Voilà. Maintenant, remontage. Bon, vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, c'est sympa. Bon, vous l'avez vu, je suis pas un pro de la boîte à vitesse, hein. C'est la première fois de ma vie que je démonte une boîte à vitesse. Je suis bien aidé par le manuel Mitsubishi, donc j'essaie de pas faire de bêtises pour ne rien casser, mais tout le monde m'a dit que c'était plutôt simple. C'était un peu presque à la portée du premier venu, donc voilà, j'ai pris ça au mot. Suite de l'aventure après, c'est remontage de tout ça. On va faire une belle préparation sur cette boîte à vitesse. Il y aura évidemment du coating dans l'air avec le Cerakote. Je m'amuse bien avec ce truc. Donc la boîte va en profiter aussi. Voilà, je sais que je travaille pas sur un support qui est extrêmement courant, hein. La Colt 4 motrices, la CC4A, c'est un modèle rarissime. Mais voilà, c'est une bagnole qui me plaît bien. Je rigole bien avec. Donc j'espère que les vidéos vous plaisent. Et puis on se dit à la prochaine. Tchuss.